Imaginez une maison. Vous passez la porte. Sur le lit, une femme est allongée à moitié nue. Son corps est tuméfié, son regard est vide. Elle repense à ce qui vient de lui arriver. Cette femme, ça peut être n'importe quelle femme. Une voisine, une amie, une sœur, une fille ou encore une mère. Cette femme vient de se faire violer par un proche. Elle s'appelle Émilie. Si nous étions dans une série policière, vous verriez les gyrophares des voitures de police approcher, les agents de police piétiner la scène d'infraction, les enquêteurs asperger le lit de produits fluorescents pour détecter des traces. Ces images que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le CSI Effect. Le CSI Effect désigne l'influence des séries policières sur votre perception des enquêtes judiciaires. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que les séries ne vous montrent pas. Je vais vous raconter l'histoire d'Émilie, cette femme qui cherche à se reconstruire. Et à travers cette histoire, je vais vous parler de mon métier, un nouveau métier, celui d'infirmière en médecine légale. Émilie est une victime. Elle a peur de ce mot, victime. Elle ne se considère pas comme une victime. Pourtant, elle a bien conscience que ce qui lui est arrivé est grave. Elle connaît la personne qui lui a fait ça. Elle apprécie beaucoup même. Elle ne comprend pas pourquoi il lui a fait ça. C'est terrible, c'est injuste. Et puis, Émilie se questionne. Est-ce que porter plainte va m'aider à accepter ce qui est arrivé ? Plusieurs émotions s'enchaînent dans sa tête. La peur pour elle, la peur des conséquences pour lui, la culpabilité, la honte et la colère. Puis elle repense au procès de Gisèle Pelicot et ses 51 agresseurs. Elle se dit que elle aussi, elle pourrait déposer plainte. Et puis, c'est pas la première fois qu'elle est victime de violence, mais elle veut que ce soit la dernière. Émilie prend la courageuse décision de déposer plainte. C'est le choix de seulement 18% des femmes victimes de violences sexuelles en France. Et si Émilie était un homme, ce chiffre baisse encore. C'est encore plus honteux, plus tabou. Émilie se rend au commissariat pour déposer plainte. Et les policiers lui prennent rendez-vous à l'unité médico-judiciaire pour voir un médecin légiste et son équipe. Comment ça, un médecin légiste ? Mais elle n'est pas morte. Et oui, dans nos fameuses séries policières, on ne voit que la médecine légale pour autopsier les victimes, mais c'est pas tout à fait juste. Saviez-vous qu'en réalité, 80% de notre activité concerne les vivants ? Mais je vous rassure, la médecine légale a bien commencé avec les morts. Il fut un temps où les médecins français exhumaient illégalement le corps des personnes récemment décédées dans l'objectif de mieux cartographier et comprendre le corps humain. D'ailleurs, en France, nous avons été précurseurs en médecine légale. Dr Edmond Locard a créé le premier laboratoire de police scientifique au monde en 1910. Et il a inventé une loi qu'on utilise toujours de nos jours, la loi Locard, qui dit que tout contact laisse des traces, ce qui nous ramène sur notre intervention sur Émilie. Émilie se rend à l'unité médico-judiciaire. Il est possible d'accéder à ce service à l'une de ces deux conditions. La première, suite à un dépôt de plainte. La deuxième, suite à un signalement, c'est-à-dire une lettre écrite au procureur. Je l'accueille à l'unité médico-judiciaire, je fais connaissance avec elle, et ensuite, en binôme avec le médecin légiste, nous évaluons son retentissement. Côté psychologique d'abord, Émilie présente un état de sidération. Elle a l'impression que c'est pas arrivé, que c'était comme dans un film. Et puis, elle nous explique que depuis, elle a plus faim, plus soif, n'arrive plus à dormir. Et tous ces éléments-là
nous le recueillons dans notre rapport. Côté physique, Émilie présente des bleus, des traces, des gonflements au niveau des parties intimes et même une plaie. Eh bien, en fait, nous décrivons précisément ces blessures dans notre rapport et nous inspectons son corps de la tête aux pieds. Souvenez-vous maintenant de la loi Locard. Tout contact laisse des traces. Et pour recueillir ces traces, nous utilisons 2 techniques. La première, la photographie. Je vais prendre en photo toutes les blessures du corps d'Émilie. La deuxième, les prélèvements. En fait, l'objectif, c'est de détecter l'ADN de l'auteur sur le corps d'Émilie. Attention, ces prélèvements ne sont possibles que les heures, voire les jours suivant l'agression. Et nous réalisons aussi 2 types de prélèvements. Des prélèvements de sang, d'urine et même de cheveux. L'objectif avec ces prélèvements, c'est de détecter des traces de soumission chimique. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote pour vous. Les cheveux, c'est magique en médecine légale. Une vraie mine d'informations. Bon. Vous savez que le cheveu pousse environ 1 cm par mois. Donc, il est possible de détecter mois par mois la consommation toxique d'un individu. Le seul moyen de détruire ces informations, c'est de couper ou de décolorer le cheveu. Donc, supposons qu'un jour, si vous voyez une personnalité publique se raser la tête ou se couper les cheveux du jour au lendemain, j'espère que votre âme d'enquêteur se questionnera. Il est maintenant temps de s'inquiéter des besoins d'Émilie. Et ça, c'est notre rôle à nous, les infirmières en médecine légale. J'ai un master en médecine légale et victimologie. Je suis formée à dépister les besoins des victimes. Et en fait, ça, c'est ma mission. Et j'ai ciblé 4 besoins spécifiques pour les victimes. Émilie, je explique à Émilie que j'ai pleinement conscience qu'elle souffre physiquement. Elle a notamment une plaie sanguinolente à l'intérieur de la cuisse. Ça, c'est son premier besoin, réparer les blessures. Il est primordial, dans ces cas-là, de laver la blessure, suturer, penser régulièrement pour que la cicatrice soit belle, solide et guérisse plus rapidement. Eh bien, c'est la même chose pour les blessures psychologiques. Et ça, c'est le 2e besoin d'Émilie. Émilie nous a dit tout à l'heure qu'elle avait du mal à manger, du mal à dormir. Mais elle m'a confié aussi quelque chose. L'une de ses pires craintes, en fait, c'est de recroiser son auteur dans un lieu commun. Et en fait, ces symptômes, ils sont normaux après une agression. Mais s'ils durent plus d'1 mois, à ce moment-là, je vais l'orienter vers la psychologue de notre service. L'objectif, c'est que ces symptômes, ils s'arrêtent. Émilie, elle pourrait aussi avoir tendance à s'isoler, délaisser sa vie sociale, pourtant primordiale. Ça, c'est le 3e besoin, c'est le besoin social. Je vais alors l'orienter vers des activités qu'elle aime. Et puis, elle m'a confié une autre chose, qu'elle songeait à déménager. Et pour cette problématique, je peux aussi l'orienter vers une assistante sociale qui va l'aider dans ses démarches. Et puis, Émile me questionne. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Combien de temps ça va durer l'enquête et le procès ? Qu'est-ce que je peux attendre de la justice ? Et franchement, je n'ai pas envie de le recroiser. Est-ce qu'il y a un moyen qui s'approche plus de moi ? Ça, c'est le 4e besoin d'Émilie, le besoin de justice et protection. Pour l'aider à répondre à ces questions, je vais l'orienter vers l'association d'aide aux victimes locales, qui saura répondre concrètement à ces questions juridiques. Si vous voulez trouver leur contact, sachez qu'il y a une association d'aide aux victimes dans tous les tribunaux les plus proches de chez vous. À la fin de l'entretien, je préconise à Émilie de finir sa journée sur une petite note de sérotonine. Traduction, une note positive. Manger son plat préféré, regarder un film qu'elle aime ou passer du temps avec des amis. Et quelques jours plus tard, Émilie suit mon conseil. Elle va boire un verre avec 2 amis à elle, Alexandre et Céline. Elle se confie à eux. Elle leur explique ce qui lui est arrivé. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend que eux aussi se sont rendus à l'unité médico-judiciaire. Mais pas pour les mêmes raisons. Alexandre, car il était victime d'un accident de voiture, et Céline, car elle était victime d'une morsure de chien.
Et oui, nous voyons aussi ces victimes à l'unité médico-judiciaire. La seule condition, c'est de déposer plainte ou de réaliser un signalement. En fait, Émilie, Alexandre, Céline, ça peut être vous, moi, n'importe qui, à un moment donné dans sa vie. Ce que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est que la médecine légale, c'est plus qu'une expertise, c'est une main tendue pour se reconstruire. Merci.